Bonjour tout le monde. Dans cette séquence vidéo, nous allons aborder la deuxième unité du chapitre sur la génétique des populations. Alors, la deuxième unité, c'est la loi de Hardy-Weinberg, critères d'une population équilibrée. Avant de commencer, je vais un petit peu faire un rappel de la définition de ce que c'est qu'une population. Alors, une population, c'est l'ensemble des individus qui appartiennent à la même espèce et qui occupent un territoire donné qui est délimité par des barrières géographiques et des barrières écologiques. Ce schéma, par exemple, nous présente trois populations. Il faut aussi rappeler que, vu donc qu'une population est plus ou moins isolée par rapport aux autres populations, dans ce schéma par exemple, on veut représenter trois populations différentes, eh bien, les individus qui appartiennent à la même population, ils ont plus de chances de se reproduire entre eux que de chances de se reproduire avec les individus qui appartiennent à d'autres espèces. Imaginez par exemple que vous avez une population de lapins qui vit dans une région du Moyen Atlas par exemple, et une autre population de lapins qui vit dans la région de l'Anti-Atlas. Eh bien, les deux populations, les individus qui appartiennent aux deux populations, ils ont des chances très faibles de se reproduire entre eux, alors que les individus qui appartiennent à la même population, ils ont de fortes chances de se reproduire entre eux. Voilà, en ce qui concerne ce petit rappel à propos de la définition de ce que c'est qu'une population. Alors, revenons à ce qu'on appelle donc la loi de Hardy-Weinberg, critère d'une population équilibrée. Alors, que nous dit la loi de Hardy-Weinberg? La loi de Hardy-Weinberg stipule ce qui suit. Dans une population isolée, à effectif infini, et non soumise ni à la sélection ni aux mutations, les fréquences alléliques sont stables au fil des générations. Si les accouplements sont aléatoires, on peut déduire que les fréquences génotypiques sont aussi stables. Donc, en résumé, une population équilibrée, selon la loi de Hardy-Weinberg, c'est une population qui se reproduit bien évidemment par la voie de la reproduction sexuée et dans laquelle, au fil des générations, la fréquence des allèles et la fréquence des génotypes sont stables. On va un petit peu détailler donc quelles sont les conditions qui font que les fréquences des allèles et les fréquences des génotypes sont les mêmes au fil des générations. Donc la deuxième partie de notre document 1 nous donne un petit peu plus de détails, si vous voulez, sur ce que sont les conditions auxquelles doit satisfaire une population pour que l'on puisse dire que c'est une population équilibrée selon donc ce qu'on appelle la loi de Hardy-Weinberg. Pour qu'une population soit équilibrée selon la loi de Hardy-Weinberg, elle doit répondre à certaines conditions. Première condition, l'effectif de la population est infini. L'espèce est diploïde à reproduction sexuée. L'accouplement entre les mâles et les femelles se fait d'une façon aléatoire. C'est ce qu'on appelle la panmixie, en anglais random mating. La rencontre des gamètes est aussi aléatoire, c'est-à-dire la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles au cours de la fécondation est aléatoire. L'absence de migration, l'absence de sélection et de mutation, en ce qui concerne les gènes qui sont soumis à une étude donnée.
L'absence du chevauchement entre les générations. Alors, on va un petit peu discuter certaines de ces conditions. L'effectif de la population, il est infini parce que une population donnée qui appartient à une génération donnée, disons par exemple la génération GN, qui va se reproduire pour donner la génération GN plus 1, pourquoi l'effectif doit-il être infini? Pour que sur le plan statistique, tout le patrimoine génétique de la population doit participer à la reproduction, que ce soit sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Parce que si l'effectif est réduit, donc une partie du patrimoine génétique risque de ne pas être transmis à la génération suivante. Donc l'espèce est diploïde à reproduction sexuée. L'accouplement entre les mâles et les femelles doit se faire de façon aléatoire. Parce que si au moment de l'accouplement, il y a certains mâles ou certaines femelles qui ont plus de chances d'intervenir dans l'accouplement, c'est-à-dire des mâles et des femelles qui ont des phénotypes donnés ou bien des génotypes donnés, s'ils ont plus de chances par rapport aux autres d'intervenir dans la reproduction, alors dans ce cas-là, le patrimoine génétique ne va pas être représenté dans la génération GN plus 1 avec les mêmes proportions, avec les mêmes types, avec les mêmes catégories de génotypes et d'allèles. Donc, l'accouplement entre les mâles et les femelles doit se faire d'une façon aléatoire, de même que la rencontre des gamètes au moment de la fécondation doit aussi être aléatoire. Absence de migration, parce que s'il y a des individus qui vont quitter la population pour rejoindre d'autres populations, ou bien des individus d'autres populations qui vont donc rejoindre la population étudiée, alors à ce moment-là, les individus qui se déplacent entre les populations vont donc, à la même occasion, déplacer leur patrimoine génétique, donc ils vont faire varier les fréquences des allèles et les fréquences des génotypes. Donc, on doit, dans ce modèle de l'équilibre de Hardy-Weinberg, on doit supposer qu'il n'y a pas de migration, ni dans le sens donc des individus qui vont quitter la population, ou bien des individus qui vont rejoindre la population en question. Et on doit aussi supposer qu'il n'y a pas de sélection, parce que si on sélectionne, s'il y a une sélection des individus sur la base de leur génotype, ou bien sur la base de leur phénotype, donc il y aura des allèles qui seront plus favorisés par rapport aux autres, donc la représentativité des allèles au niveau de leur fréquence ne sera pas la même au fil des générations. Donc on doit supposer, on a dit, l'absence de migration, l'absence de sélection et l'absence de mutation. Alors, pourquoi l'absence de mutation? L'absence de mutation, c'est que par exemple, si vous avez un allèle grand A et un allèle petit a, eh bien, si un allèle grand A subit une mutation pour se transformer en un allèle petit a, eh bien, la fréquence de l'allèle grand A va diminuer et la fréquence de l'allèle petit a va augmenter. Donc, on doit aussi supposer l'absence de mutation, au moins en ce qui concerne les gènes qui sont soumis à une étude donnée. L'absence de chevauchement entre les générations. Donc, qu'est-ce que c'est que le chevauchement entre les générations? Dans le chevauchement entre les générations, on va supposer par exemple que dans un modèle expérimental, on va supposer un modèle dans lequel on n'a pas de chevauchement des générations. Supposons que vous avez mis dans un petit bocal, vous avez mis une culture de mouches, de drosophiles. Alors, les mouches dans votre petit bocal vont se reproduire, ils vont mettre des œufs, on va attendre un petit moment pour avoir l'éclosion des œufs, pour voir apparaître les individus de la génération suivante.
Supposons donc que, après l'accouplement, après la ponte, vous supprimez tous les mâles et les femelles adultes de la génération GN et vous refermez votre bocal. Alors, vous attendez donc l'éclosion des œufs et l'apparition de la génération GN plus 1. Donc, puisqu'on a éliminé de notre bocal les individus qui appartiennent à la génération GN, tout ce qui va apparaître donc après un certain temps, après l'éclosion des œufs, ce sont les individus qui appartiennent à la génération GN plus 1. Donc dans ce cas expérimental, il n'y a aucun mélange entre la génération GN et la génération GN plus 1. Donc ça, on dit qu'il n'y a pas de chevauchement de génération. Alors, en quelque sorte, le chevauchement de génération, c'est l'exception. Le non-chevauchement des générations, c'est l'exception qui confirme la règle, parce que dans la réalité, il y a toujours un chevauchement, des générations. C'est-à-dire, au moment de l'apparition des individus, au moment de la naissance des individus qui appartiennent à la génération GN plus 1, les individus qui appartiennent à la génération GN ne vont pas tous mourir à l'instant même. Donc, dans la nature, la règle, c'est qu'il y a toujours un chevauchement des générations. Mais, puisque le modèle de Hardy-Weinberg, c'est un modèle théorique, on va imaginer donc qu'il n'y a pas de chevauchement de génération. Alors, ici donc, on a cité les conditions de l'équilibre, c'est-à-dire effectif infini, espèces diploïdes qui sont produites par la voie de la reproduction sexuée, accouplement aléatoire entre les mâles et les femelles, fécondation, rencontre aléatoire entre les gamètes mâles et les gamètes femelles au moment de la fécondation, absence de migration, absence de sélection, absence de mutation, absence de chevauchement de génération. Si ces conditions sont toutes réunies, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Au fil des générations, les fréquences des allèles seront les mêmes et les fréquences des génotypes seront les mêmes. Donc, c'est ça, donc, ce qu'on appelle donc la loi de Hardy-Weinberg. Alors, on va essayer de répondre à la première question en ce qui concerne donc nos activités. Alors, que dit cette première question? En appliquant l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg, calculer les fréquences des génotypes en fonction des fréquences des allèles, grand A et petit a. On note la fréquence de grand A égale P et la fréquence de petit a égale Q. Donc, puisqu'il s'agit d'une simple convention, donc je peux, par exemple, appeler la fréquence de grand A, je peux l'appeler Q et vice-versa. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que l'on adopte une convention de notation donnée, donc il faut le signaler. Donc ici, je signale que je vais désigner par la fréquence de grand A, je vais désigner la fréquence de grand A par petit p et la fréquence de petit a par petit q. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour cela? On va utiliser ce qu'on appelle donc un échiquier de croisement. Alors, cet échiquier de croisement, c'est un échiquier théorique. Pourquoi c'est un échiquier théorique? C'est un petit peu donc à l'opposé de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on a vu en génétique mendélienne, c'est que vous faites le croisement, vous faites l'interprétation chromosomique d'une lignée bien déterminée. Donc vous prenez le génotype, les phénotypes, les génotypes, et vous désignez les types de gamètes avec leurs proportions, et vous dressez votre échiquier de croisement. Dans ce cas-là, on va dresser un échiquier de croisement théorique. C'est-à-dire que on va imaginer que tous les mâles et toutes les femelles de la population vont produire des gamètes et tous ces gamètes vont donc intervenir dans la reproduction pour donner, à partir d'une génération GN, une génération GN plus 1.
C'est-à-dire que c'est un échiquier qui représente la reproduction, c'est-à-dire le croisement entre tous les mâles et toutes les femelles de toute la population. Donc, ici, nous avons quoi? Donc, dans une population théorique équilibrée pour une génération GN, on note f de grand A égale P et f de petit a égale Q. Très bien. Alors, après la méiose, l'ensemble des individus de la population va produire deux types de gamètes. Les gamètes qui portent l'allèle grand A et les gamètes qui portent l'allèle petit a. Tout simplement, pour rappel, on va dire qu'il s'agit d'une transmission autosomique. Donc, puisque on a respecté les conditions de la loi de Hardy-Weinberg, c'est-à-dire que on aura un effectif très grand, un effectif infini, alors la fréquence des deux allèles au niveau de la génération GN, les fréquences des deux allèles au niveau de la génération GN seront les mêmes dans les gamètes que vont produire les mâles et les femelles de cette génération GN. C'est-à-dire, l'ensemble des individus de la population va produire deux types de gamètes. Les gamètes qui portent l'allèle grand A seront représentés par une fréquence P, et les gamètes qui portent l'allèle petit a seront représentés par une fréquence Q. Et on va en déduire donc l'échiquier du croisement. Donc je rappelle, les fréquences respectives des deux allèles dans la population, dans les individus diploïdes de la population, vont être les mêmes dans les gamètes qui seront produits par l'ensemble des mâles et des femelles de cette population, de cette génération GN. Alors, voilà donc notre échiquier de croisement. Alors, vous allez trouver donc dans l'échiquier de croisement donc la représentation habituelle que vous savez déjà au niveau de la génétique au niveau de la génétique mendélienne, à savoir, vous avez donc dans une ligne, ou bien donc dans une ligne, on va mettre par exemple les gamètes mâles, et dans la ligne principale, on va mettre les gamètes mâles, et dans la colonne principale, on va mettre les gamètes femelles. Donc on a deux types de gamètes mâles par exemple, grand A et petit a. Donc vous avez ici les gamètes mâles, vous avez les gamètes grand A et petit a. Les gamètes femelles, grand A et petit a. Alors, on a l'habitude de représenter donc dans la génétique mendélienne les proportions avec des chiffres bien précis. Donc un demi, un quart, etc. Ici, on va présenter donc, au lieu de représenter les fractions ou bien les pourcentages, on va représenter les fréquences des deux allèles. Donc grand A, P, Q, P, Q. Et dans les cases internes de notre échiquier de croisement, on va représenter donc les génotypes qui vont être issus de la fécondation. Donc vous avez donc dans cette case, on va mettre grand A, petit a, etc. Donc vous connaissez donc la représentation habituelle de l'échiquier de croisement lorsqu'il s'agit de l'étude d'un seul caractère à transmission autosomique. Eh bien, on va appliquer donc la règle de la multiplication des proportions, la multiplication des fréquences. Si par exemple dans le cas de la génétique mendélienne, si vous avez par exemple ici un demi, ici un demi, donc à l'intérieur, vous allez voir, dans chaque case, vous allez mettre un quart, etc. Dans ce cas, c'est différent. On va mettre PQ, PQ. Donc ici, on va faire la multiplication. C'est toujours la même règle. Par exemple, si au lieu de faire la multiplication de 1 demi fois 1 demi, ça donne un quart. Ici, on va faire la multiplication de P et Q. Et ça, de P et P, ça va donner ici P carré. Pardon.
Ça va donner ici P carré, ici PQ, ici PQ, ici Q carré. Alors, qu'est-ce qu'on va déduire de cet échiquier de croisement? On va déduire tout simplement les fréquences des génotypes qu'on va retrouver dans la génération Gn plus 1. Parce que, généralement, un échiquier de croisement, c'est quoi? Un échiquier de croisement, si vous voulez, c'est le passage des gamètes d'une génération G1 vers les génotypes de la génération Gn plus 1. Eh bien, c'est la même règle qu'on va donc adopter ici. Donc, dans la génération Gn plus 1, les fréquences respectives des trois générations seront comme suit. La fréquence du génotype, la fréquence la fréquence du génotype AA, ça sera P carré. La fréquence du génotype grand A petit a, ça sera 2PQ, parce que nous avons ici deux cases qui contiennent PQ, c'est là et c'est là. Donc on va faire la somme de PQ. Et la fréquence du génotype petit a, c'est Q carré. Alors, ici, je vais insister sur une chose qui doit être donc appliquée à chaque fois qu'on est en train d'étudier ou bien de calculer des fréquences. À chaque fois que nous calculons des fréquences, il faut toujours se poser la question. Je suis en train de calculer la fréquence de quoi? Donc la réponse, c'est trois choses. Soit je suis en train de calculer la fréquence des allèles, ou bien la fréquence des phénotypes, ou bien la fréquence des génotypes. Donc on a trois choses. Les allèles, les génotypes, les phénotypes. Et si on ne s'intéresse pas aux phénotypes, on s'intéresse ici au calcul des génotypes qu'on aura dans la génération Gn plus 1. Alors, on est parti du fait que nous avons dans une génération Gn, nous avons la fréquence de A. La fréquence de A égale à P, la fréquence de grand A égale à P, la fréquence de petit a égale à Q. Et on en a déduit quoi? On en a déduit la fréquence des génotypes de la génération Gn plus 1. Alors, quel est mon point de départ? Le point de départ, c'est la fréquence des deux allèles au niveau de la génération Gn. Et quel est le point d'arrivée? En passant par l'échiquier de croisement, bien sûr, c'est la fréquence des trois génotypes dans la génération Gn plus 1. Eh bien, maintenant, on va appliquer donc la loi de Hardy-Weinberg. Alors, la loi de Hardy-Weinberg nous dit que pour une population équilibrée, les fréquences des génotypes et les fréquences des allèles sont les mêmes à travers les générations. En l'occurrence, la génération Gn et la génération Gn plus 1. C'est-à-dire que si je veux respecter cette loi, je vais dire que ces trois fréquences génotypiques, ils sont les mêmes, ils correspondent à la génération Gn plus 1 et ils sont aussi les mêmes pour la génération Gn. À l'inverse, ces fréquences de ces deux allèles, ils sont valables pour la génération Gn et seront aussi valables pour la génération Gn plus 1 et pour toutes les générations, étant donné donc qu'on en a admis qu'il s'agit d'une population équilibrée. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit déduire de cet échiquier de croisement? C'est-à-dire que si une population elle est équilibrée, il y aura un lien, donc ces formules, ces trois relations, ces trois équations, ils vont nous indiquer le lien entre les fréquences des allèles et les fréquences des génotypes. C'est-à-dire que le critère
mathématique pour dire qu'une génération est équilibrée, c'est qu'il faut avoir ce lien entre les fréquences des allèles et les fréquences des génotypes. Donc, pour une population équilibrée, ce qui est important, ce n'est pas la valeur de P ou bien la valeur de Q. On peut avoir n'importe quelle valeur de P et Q que l'on puisse imaginer. Ce qui est important aussi, ce n'est pas d'avoir P plus Q égale à 1, parce que P plus Q égale à 1, c'est une évidence. Ce n'est pas un phénomène pour lequel on doit faire une étude pour le découvrir. C'est une évidence, parce que généralement, on a tendance à dire que si P plus Q égale à 1, alors que la population est équilibrée. Non. P plus Q égale à 1, c'est une évidence. On ne peut rien en déduire. P plus Q égale à 1, c'est comme si vous dites par exemple que dans une population X, le pourcentage des individus de sexe masculin plus le pourcentage des individus de sexe féminin égale à 100%. Mais ça, c'est évident. Donc, P plus Q égale à 1, c'est une évidence. Et si vous mettez donc P plus Q au carré égale à 1, parce que 1 au carré égale à 1, c'est-à-dire P au carré plus 2PQ plus Q au carré égale à 1, ça aussi c'est une évidence. Mais quel est le critère que nous cherchons? C'est la relation entre les fréquences. C'est cette relation qui est importante. C'est-à-dire, si vous avez dans une population la fréquence de A égale P, la fréquence de... Donc ici on va mettre petit a. Ici, on va mettre un petit a ici. Ça, c'est petit a. La fréquence de grand A égale à P. La fréquence de petit a égale à Q. Alors, on doit avoir la fréquence de grand A égale P au carré. La fréquence de grand A petit a égale 2PQ. Et la fréquence de petit a égale Q carré. Donc, si cette liaison-là, elle est réalisée, ce qui est important, c'est le rapport entre les fréquences des allèles et les fréquences des génotypes. Si ce rapport-là est respecté, alors on va dire que la population, elle est équilibrée, c'est-à-dire, c'est le critère mathématique donc, qui va nous permettre d'indiquer, de déduire qu'une population, elle est équilibrée. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Toujours comme réponse à la question numéro 1. Puisque la population est équilibrée selon les conditions de Hardy-Weinberg, les fréquences des allèles et des génotypes seront les mêmes pour toutes les générations. Alors, qu'est-ce qu'on va conclure? Pour un gène à transmission autosomique, avec deux allèles grand A et petit a, une population est équilibrée selon les conditions de Hardy-Weinberg si et seulement si les fréquences respectives des deux allèles et les fréquences respectives des trois génotypes sont liées par les relations suivantes. Donc, si la fréquence de grand A égale P carré, la fréquence de grand A petit a égale 2PQ, la fréquence de petit a égale Q carré, alors on va dire que la population, elle est équilibrée. Alors, quel est l'intérêt de cette relation? C'est ce qu'on appelle donc, si vous voulez, l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg. Alors, cette expression de la loi mathématique de la loi de Hardy-Weinberg nous donne la relation entre les fréquences des allèles, des deux allèles, parce que généralement on étudie des exemples simples avec deux allèles, la fréquence des deux allèles et la fréquence des trois génotypes sont liées donc par ces trois équations, ces trois égalités. Alors, quel est l'intérêt de notre expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg? Donc, on peut résumer dans ce petit tableau-là, soit f de grand A égale P, f de petit a égale Q, f de grand A égale P carré, f de grand A petit a égale 2PQ, et f de petit a égale Q carré. Alors, quel est l'intérêt de cette loi, de cette expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg? Son intérêt, c'est qu'elle est utilisée comme un critère mathématique
pour indiquer qu'une population est équilibrée. C'est-à-dire pour laquelle les fréquences des allèles et les fréquences des génotypes sont constants tout au long des générations. Alors, ce critère mathématique, quel est son intérêt? Alors, son intérêt s'inscrit dans une règle générale qu'on adopte dans toutes les disciplines scientifiques, à savoir, ce que je ne peux pas aborder d'une façon directe, je peux l'aborder d'une façon indirecte. Je m'explique. Si je vais étudier la constance des fréquences, des allèles et des fréquences des génotypes à travers plusieurs générations, alors je dois suivre la population à travers plusieurs générations. Supposons qu'il s'agit par exemple d'une population humaine. Et nous savons que la durée de la génération pour la population humaine, c'est à peu près 30 ans. C'est-à-dire, si je veux faire l'étude, par exemple, de 4 générations, il me faut une période qui dépasse un siècle. Or, sur le plan pratique, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire une étude statistique sur la répartition des fréquences des allèles et des génotypes durant 120 ans, par exemple. Alors, qu'est-ce que je dois utiliser? Je dois utiliser donc ce critère que je puisse déduire instantanément. C'est-à-dire que ce critère mathématique, au lieu de suivre une population pour plusieurs générations, chose qui est généralement impossible, je peux, à l'instant même, faire une étude statistique et voir si cette expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg elle est respectée, et je vais en déduire que la population elle est équilibrée, c'est-à-dire que les fréquences des allèles et des génotypes sont constants donc au fil des générations, sans être obligé de suivre l'étude statistique de la population durant plusieurs générations, chose qui est généralement impossible. Voilà donc en ce qui concerne notre critère mathématique à partir duquel nous allons donc savoir qu'une population est équilibrée. Très bien. Alors, pour un petit peu élucider la notion de la loi de Hardy-Weinberg, ou bien plus précisément l'expression, ou bien la déduction, si vous voulez, la déduction mathématique de la loi de Hardy-Weinberg, je vais vous présenter ici un modèle. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va faire une modélisation. Modélisation de la loi de Hardy-Weinberg. Alors, dans cette modélisation, je vais choisir 500 individus. Mettons par exemple qu'on a réuni dans une grande salle 500 individus qui possèdent chacun 2 fruits. Chacun est là dans sa possession 2 fruits. Alors, soit il a 2 pommes, donc on va le noter PP, soit il a 2 oranges, on va le noter OO, ou bien il a une orange et une pomme. Et on va le noter dans ce cas-là PO. Donc, dans ce modèle, qu'est-ce qu'on veut représenter? Eh bien, la notion de fruit, ça modélise un gène. Et avoir une pomme ou bien une orange, ça modélise 2 allèles. C'est-à-dire, si vous possédez 2 pommes, c'est-à-dire que vous avez un génotype PP. Si vous possédez 2 oranges, vous avez un génotype OO. Et si vous possédez une pomme et une orange, vous serez hétérozygote PO. Bien sûr, il s'agit d'une transmission autosomique. Très bien. Alors, on a dit, on va prendre 500 individus. Donc, pour 500 individus, donc j'ai choisi donc exprès le chiffre de 500
pour avoir donc un pool génique qui est fait de 1000 allèles, puisqu'il s'agit d'individus d'organismes diploïdes. Donc chaque individu dispose de deux allèles qui sont situés sur les deux chromosomes homologues. Et vous savez donc toute l'histoire, un chromosome d'origine maternelle et un chromosome d'origine paternelle. Alors dans ce tableau-là, donc selon toujours ce modèle imaginaire, alors qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait donc ces 500 personnes, je les ai réparties en trois catégories. 230, 111, 159. Et vous allez voir que la somme, ça doit faire donc 500. 200, 300, 400, 59 plus 11, ça fait 70, 30, donc ça fait 500. Alors, parmi ces 500 individus, 230, donc j'ai choisi un petit peu au hasard ces trois nombres, 230 individus, ils ont deux pommes. Donc on va dire qu'ils ont le génotype PP. 111, ils ont un génotype O, c'est-à-dire ils possèdent chacun deux oranges. Et 159, ils possèdent chacun une pomme et une orange. Donc maintenant, vous allez comprendre très bien que PP, ça veut dire des individus homozygotes, OO, ce sont des individus homozygotes, et PO, ce sont des individus hétérozygotes. Donc ça, c'est une répartition quelconque. Mais on va faire un petit calcul pour savoir est-ce que c'est une répartition qui respecte, est-ce que cette répartition-là, est-ce qu'elle respecte la déduction mathématique ou bien l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg? Alors qu'est-ce qu'on va faire pour cela? À partir de ce tableau, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à partir de ce tableau, on va tout d'abord déduire les fréquences respectives des deux allèles. C'est-à-dire l'allèle P, que je vais noter, l'allèle pomme, l'allèle grand P, que je vais noter donc petit p, l'allèle grand P, que je vais noter petit p, et l'allèle grand O, que je vais noter petit q. Donc à chaque fois, on a dit toujours, il faut préciser, même au niveau donc des exercices et des examens, etc. Donc vous devez préciser qu'est-ce que vous entendez par quel est l'allèle, quel est l'allèle dont la fréquence est représentée par petit p, et quel est l'allèle dont la fréquence est représentée par petit q. Donc il faut à chaque fois, il faut préciser donc votre convention de représentation. Alors, qu'est-ce que je vais déduire de ce tableau? Eh bien, je vais déduire la fréquence des deux allèles. Par exemple, la fréquence, voilà, la fréquence de PP. La fréquence de l'allèle P, c'est 2 fois 230 plus 1 fois 159 divisé par 2 fois le nombre, l'effectif de la population. C'est-à-dire, on va appliquer la règle qu'on a déjà vue donc, dans l'unité précédente. C'est-à-dire, ici, la fréquence de l'allèle P, voilà, c'est 2 fois le nombre des homozygotes PP plus 1 fois le nombre des hétérozygotes PO, donc 2 fois NPP plus NPO, 1 fois NPO, divisé par 2 fois l'effectif total des individus. Donc, l'ensemble des individus, c'est 500. Le pool génique, c'est 1000 allèles. Et voilà, donc nous avons 1000 allèles. Donc, 2 fois 230, je reviens au tableau. PP, je vais calculer la fréquence de P. Donc, 2 fois 230 plus 1 fois 159 divisé par 1000. Et ça va me donner 0,619. Ça, c'est P.
Alors, 0,619 et on va faire on va appliquer la même méthode pour indiquer la fréquence de O qui est donc petit q et ça sera donc 0,381. Donc vous avez le choix pour le calcul de la fréquence de O, soit de refaire toute la formule donc comme la première, ou bien tout simplement de faire la règle puisque P plus Q égale à 1, donc Q égale à 1 moins P. Donc, vous allez indiquer, vous allez vérifier. Pour vérifier que vous n'avez pas commis d'erreur de calcul, vous devez vérifier que 0,619 plus 0,381, ça fait donc 1. Donc 600 plus 300, ça fait 900. 81 plus 19, ça fait 100. Donc, le compte est bon. La somme, c'est 1. Alors, qu'est-ce que je fais jusqu'à présent? À partir du tableau, j'ai calculé la fréquence, donc la fréquence des pommes et la fréquence des oranges. C'est-à-dire que nous avons, si on veut donc parler en termes de notre modèle, nous avons 1000 fruits. Alors, parmi ces 1000 fruits, si vous voulez, vous avez un petit peu quelque chose comme 61,9% des pommes et 38,1% des oranges. C'est ça donc, si vous voulez, exprimer ces fréquences en termes de pourcentage. Donc, pour être dans le cadre de la génétique des populations, on va dire l'allèle P représenté par une fréquence de 0,619 et l'allèle Q 0,381. Alors, maintenant, on va appliquer l'expression mathématique de la loi de Hardy-Weinberg. C'est-à-dire que la fréquence de PP, ça doit être P carré. La fréquence de PP, ça doit être P carré. Et pour transformer une fréquence en un effectif, on doit multiplier par l'effectif de notre population théorique. Donc P carré multiplié P carré, c'est la fréquence du génotype PP, mais P carré fois 500, c'est le nombre, c'est l'effectif des individus qui ont le génotype PP, c'est-à-dire 192. Q carré, c'est la fréquence du génotype OO, et Q carré fois 500, c'est l'effectif des individus qui ont comme génotype OO. Et 2PQ, c'est la fréquence du génotype hétérozygote, c'est-à-dire PO. Et si vous multipliez par l'effectif de la population, vous allez donc transformer une fréquence en un effectif. Donc, pour transformer une fréquence en un effectif, il faut multiplier par le nombre des individus, c'est-à-dire 500. Attention, il ne faut pas se tromper. Il faut multiplier par le nombre des individus et non pas par le nombre des allèles. Parce qu'on peut, par erreur, par exemple, multiplier par 1000. 1000, c'est le nombre des allèles. Si vous voulez, c'est notre pool génique. Alors, ce n'est pas avec 1000 que l'on doit multiplier les fréquences, on doit les multiplier par les nombres, l'effectif de la population, c'est-à-dire 500. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez trois nombres. Vous avez 192, et vous avez 72, et vous avez 236. Alors, revenons, est-ce que cela correspond à notre répartition quelconque? Non, parce que nous avons PP, c'est 230, et non pas 182. Nous avons OO, c'est 111, et non pas 72. Et nous avons PO, c'est 159, et non pas 236. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire à ces
ces personnes-là, on va dire à ces personnes qui sont, on va dire à ces individus qui ont, donc on va revenir à notre modèle, à notre modèle des pommes. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ça, c'est pas la bonne répartition. 230, 111, 159. On va leur dire que, s'il vous plaît, on va ramasser, donc ça, on est toujours dans un modèle imaginaire, on va ramasser nos 1000 fruits et on va en faire une nouvelle répartition. C'est-à-dire, parmi ces 500 individus, on va choisir 172, on va choisir 172 individus qui doivent avoir 2 pommes. Et seulement 72 au lieu de 111 qui doivent avoir donc 230. C'est 192 au lieu de 230, 72 au lieu de 111 et 236 au lieu de 159. Alors dans ce cas-là, c'est ça la bonne répartition. Donc, et on va remplir ce tableau pour mettre à chaque fois, à la place de la répartition quelconque, la répartition qui respecte la loi de Hardy-Weinberg, à savoir 172, donc on va mettre ici 192, dans la deuxième, on va mettre 72, 192, 72 et 236. Donc ça, c'est un modèle, bien sûr théorique, qui nous explique donc c'est quoi une répartition des génotypes qui respectent la loi de Hardy-Weinberg. Merci et à la prochaine.